Bonjour à toutes les leftotes et les leftos, tous les leftos. Bonjour, ravi de vous accueillir ici pour cette session dont le titre est « Rééquilibrer le pouvoir en entreprise ». Vous noterez qu'il n'y a pas de point d'interrogation. On y reviendra. Nous avons ce matin un plateau exceptionnel puisque autour de Anne Perrault, inspectrice générale des finances qui représente ici le cercle des économistes, je vous demande d'accueillir Jérémy Delecourt qui est au milieu, le CEO d'Ardian. Je vais le refaire. Je vous demande d'accueillir Jérémy Delecourt, le CEO d'Ardian. Pierre Ferracci, le président de Groupe Alpha. Très habitué au délire de la foule puisqu'il dirige aussi un club de foot, on y reviendra. Olivier Lenel, le président du directoire et directeur général de Mazars. Je vous demande aussi d'accueillir Geoffroy Roux de Bézieux, toujours président du MEDEF, bientôt la quille. C'est sa dernière intervention à ce titre ici, à Aix-en-Provence. Et je vous demande d'accueillir Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, dont c'est la première intervention publique dans ce cadre. C'est presque comme un enthousiasme de défilé, hein, cet accueil, j'ai l'impression. Merci beaucoup en tout cas. Avant de passer la parole à Anne Perrault, qui traditionnellement doit planter le décor au nom du Cercle des économistes, je vous indique que notre session se déroule en parallèle de 3 autres et que donc il faut vraiment que nous soyons les meilleurs. L'enjeu, c'est vraiment de faire la meilleure session et c'est gagné d'avance puisque selon les organisateurs, nous sommes à peu près 400 dans la salle et 4000 selon la CGT. Je l'ai dit en commençant, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est ce qu'on pourrait appeler un choix éditorial qui se reflète d'ailleurs dans la composition du plateau. Puisque côté entreprise, nous avons Ardian, 80% des salariés actionnaires de l'entreprise, Mazars, cabinet d'associés et donc des gens qui participent au capital en quelque sorte du cabinet, et puis Groupe Alpha, cabinet, disons, proche de la CGT. C'est comme ça que vous définissez, Pierre. Et donc, je pense important de rappeler que la situation moyenne des entreprises en France n'est pas tout à fait celle-là. Et je vais donc demander tout simplement à Geoffroy Roux de Bézieux de nous dire ce qu'est, sur le plan du rééquilibrage du pouvoir, ce qu'est la situation des entreprises françaises. Geoffroy ? Bon, merci, bonjour à tous. Oui, peut-être pour juste tracer le panorama. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 4 millions d'entreprises en France. Il y en a un peu moins de 3 millions qui sont des entreprises unipersonnelles, sous différents statuts, le plus connu étant le micro-entrepreneur. Il y en a un peu moins d'1 million qui sont des TPE entre 0 et 9, 100% capital familial, généralement une personne qui détient le capital, qui vit essentiellement de dividendes qu'il se verse en fin d'année dans les années fructueuses. Après, vous avez 170 000 entreprises entre 10 et 50. C'est le cœur du réacteur en termes d'emploi. Là aussi, à 99%, 100% détenus par un ou plusieurs familles. Après, un peu plus de 5000 ETI, où là, la situation capitalistique est il y a des entreprises cotées, des entreprises détenues par le private equity et des entreprises familiales. Et enfin, un peu moins de 300 grandes entreprises qui, là, elles, ont un capital dispersé, en général coté, des administrateurs salariés, des actionnaires salariés. Tout ça pour dire que les sujets de gouvernance qui ont beaucoup occupé la presse, même le code AFEP-MEDEF, concernent quand même une petite partie du système d'entreprise et que la question de la rééquilibrage du pouvoir se pose de manière très différente si vous avez 7 salariés, 8 salariés, 5 salariés ou si vous en avez 300 000, si votre capital est détenu uniquement par une personne ou s'il est détenu par des milliers d'actionnaires dans le monde entier. Donc c'est plutôt ce schéma, ce dernier schéma-là qui va nous intéresser cet après-midi, même si on peut imaginer, que ce sera le souhait de certains, que ce qui se passe pour les très grandes entreprises diffuse petit à petit pour les moyennes ou les plus petites.
Oui, ben on le voit sur le partage de la valeur. Ça a commencé, entre guillemets, tout en haut, en tout cas dans les grandes entreprises. Et puis, ça descend petit à petit avec divers outils. Et dernièrement, on a signé un accord avec un certain nombre de partenaires sociaux pour rendre obligatoire un système de partage de la valeur dans les moins de 5, enfin dans les 49-10, c'est-à-dire dans le gros segment dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, c'est sûr que quand il n'y a pas de conseil d'administration, ce qui est le cas de la majorité des entreprises françaises, quand vous n'avez pas d'actionnaire extérieur, la discussion est de nature très différente. Alors, il peut y avoir des problèmes au sein des familles. Ça, c'est malheureusement... Ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Ouais. Et là, on n'est pas dans un réécrivage de pouvoir. On est dans... Comment dire, on est dans la série Succession. Sophie Binet, je vous passe la parole. Le titre, je le disais, le titre de cette session, c'est « Rééquilibrer le pouvoir en entreprise ». Et il n'y a pas de point d'interrogation, comme si c'était vous qui aviez rédigé le titre. Oui, tout à fait, c'est bien. On est au moins d'accord sur une chose, c'est qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui majeur des pouvoirs en entreprise, avec un déséquilibre entre les salariés, les actionnaires notamment, qui s'est accru ces dernières années sous le coup de l'internationalisation de l'organisation des entreprises, qui échappe de plus en plus facilement aux normes fiscales, aux normes sociales et à la législation des États. Déséquilibre qui s'est accru avec la financiarisation des entreprises, avec des montages de plus en plus complexes, évanescents et fluctuants, et qui, dans le même temps, s'est traduit par un affaiblissement du rôle et des prérogatives des représentants du personnel, notamment avec les ordonnances qui s'appellent les ordonnances Macron, la réforme du Code du travail qui a été faite par ordonnance par le président de la République, qui a conduit à ce que les représentants du personnel soient à la fois moins nombreux, avec des prérogatives plus concentrées et moins de possibilités, par exemple, de recours à l'expertise, et qui a considérablement affaibli nos pouvoirs de négociation, puisque jusque-là, on avait un système qu'on pouvait résumer en disant c'est le principe de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que la négociation collective ne pouvait qu'améliorer les normes. Aujourd'hui, c'est à échelon variable, et aujourd'hui, l'échelle de négociation, elle est en gros choisie par le dirigeant de l'entreprise, qui choisit s'il souhaite négocier à l'échelon groupe, à l'échelon filiale, à l'échelon entreprise ou établissement, alors qu'auparavant tous ces échelons étaient nécessaires, et il ne pouvait y avoir que d'accords plus favorables. Plus on descendait en proximité, plus ça pouvait être favorable. Et donc du coup, on avait une position qui nous permettait d'être en situation équilibrée, un peu plus équilibrée, on va dire, qu'aujourd'hui dans les négociations. Ce changement a affaibli considérablement notre capacité d'intervention. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend souvent, on n'assiste pas à une boucle prix-salaire, mais une boucle prix-profit, avec des profits qui se maintiennent et qui font que l'inflation, elle porte sur le consommateur, et que par contre, les salaires, au mieux, se maintiennent, voire baissent en euros constants, avec des pouvoirs de négociation qui se sont affaiblis pour nous dans les entreprises. Merci, on reviendra sur tous ces sujets. Je vais passer la parole à Anne Perrault, qui pour le Cercle des économistes, doit camper de façon macroéconomique et microéconomique le sujet. Donc Anne, on vous écoute. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ce micro marche. Oui ? Oui, il va marcher. Bien. Alors, je vais essayer de cadrer les choses pour expliquer comment les économistes... En parlant bien près du micro. Oui, voient cette question de rééquilibrage des pouvoirs. En fait, ils l'entendent de manière... Vraiment bien près du micro. Je suis désolé, je ne sais pas s'il marche parce que... Là, je ne peux pas faire plus près. Ça va mieux comme ça, oui. Nettement. Voilà, merci. Donc les économistes voient en fait cette question de l'équilibre des pouvoirs dans et de l'entreprise au sein de son environnement d'une manière assez différenciée finalement. Au départ, évidemment, il s'agit d'une question qui vient d'être évoquée dans les termes où ils l'ont été par les deux premiers intervenants. C'est une question macroéconomique qui renvoie à la question de la répartition, c'est-à-dire du partage salaire-profit. Et cette question de la répartition, elle est très fortement liée à des considérations macroéconomiques comme la situation sur le marché du travail. Finalement, le pouvoir de négociation, c'est quelque chose qui dépend énormément de l'insertion de l'entreprise dans ses marchés de produits, dans son marché à elle, et sur le marché du travail. Et ça va déterminer en grande partie les pouvoirs de négociation dans l'entreprise. Donc on pourrait dire que d'une certaine manière, la contrainte macroéconomique agit sur la manière dont
au plan microéconomique vont être négociés ce partage. Bon. Et les discussions actuelles qu'on mentionnait tout à l'heure au Parlement sur la participation, l'intéressement, les primes Macron, etc., sont un aspect évidemment du renouveau de cette question de la participation. Mais ensuite, les économistes ne se limitent pas à cette approche et finalement voient l'entreprise comme un endroit où agissent des agents économiques qui ont des objectifs différents. Et donc finalement, l'entreprise est vue comme un endroit où ils doivent être résolus des conflits d'incitation. Les actionnaires n'ont pas les mêmes objectifs que les managers n'ont pas les mêmes objectifs que les salariés, et finalement, progressivement, on va se poser la question de savoir comment aligner les incitations par des outils, rémunération incitative ou autre forme de construction du contrat à l'intérieur de l'entreprise comme un moyen de résoudre ces conflits d'incitation. Évidemment, c'est fondamental parce qu'on ne peut pas faire avancer un agent économique qui est l'entreprise si à l'intérieur de cette entreprise, des agents ont des rôles différents. Et donc, on retrouve les problèmes de répartition, évidemment, qu'on a mentionnés au début, mais envisagés dans une autre perspective, une perspective non pas, disons, d'équité sociale, mais un objectif d'efficacité dans le fonctionnement de l'entreprise. Comment faire en sorte que l'alignement des incitations fasse avancer l'entreprise d'une manière efficace. Et évidemment, cette question est quand même centrale et est liée parce que sans efficacité, pas de valeur à partager et donc pas vraiment de question de partage salaire-profit. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que dans tout ce que je viens de dire, évidemment, l'entreprise est dotée d'un objectif non ambigu qui est la maximisation du profit. C'est encore le cas si on va un cran plus loin et qu'on considère que l'entreprise n'est pas isolée mais a des fournisseurs et des clients. Donc là, on retrouve toute une nouvelle gamme de problématiques d'équilibre des pouvoirs. Par exemple, le droit de la concurrence identifie le pouvoir de marché comme un pouvoir qui doit être régulé. Le pouvoir de marché, c'est un pouvoir. Et donc là, on a d'autres instruments de politique publique qui visent à réguler la manière dont l'entreprise va utiliser ce pouvoir de marché lorsqu'elle en a sur son marché, puisqu'il dit, au fond, à ce pouvoir, il faut des contre-pouvoirs. Et ce contre-pouvoir, c'est précisément la mise en concurrence des entreprises, etc. Même si on regarde le droit des faillites, c'est un droit qui, alors là, vous me direz, il est un peu tard pour penser aux décisions qui sont prises dans l'entreprise, puisqu'il s'agit de définir des ordres de priorité entre les actionnaires, les prêteurs, les salariés, les fournisseurs, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce droit des faillites a des répercussions sur ce qui se passe au moment de la vie de l'entreprise, puisque les décisions qui sont prises dans l'entreprise dépendent de la façon dont, en cas de faillite, seront rémunérés les différents stakeholders de l'entreprise. Et donc, et d'ailleurs, la priorité donnée aux actionnaires, par exemple sur les créanciers, a été pointée du doigt comme une des responsabilités dans le fait que les entreprises ont parfois du mal à se financer. Ça, c'est vraiment le droit des faillites qui dit ça. Alors, pour terminer, plus récemment encore sont apparues d'autres questions dans lesquelles finalement on dit l'entreprise, c'est pas seulement un agent économique qui maximise le profit, c'est vraiment un membre de la société et en tant que tel, elle devrait se voir assigner un objectif qui n'est plus celui de la maximisation du profit mais qui commence à ressembler à un objectif de surplus social. Alors c'est un peu dans cette catégorie qu'on peut faire rentrer tout ce qui est RSE, responsabilité sociale et environnementale, où là on dit à l'entreprise, attention, il ne s'agit pas seulement de maximiser le profit, mais il faut tenir compte du fait que vous devez être plus inclusive, vous devez être tourné vers la protection de l'environnement, vous devez vous préoccuper du bien-être au travail et mettre en place des comportements de prévention des risques psychosociaux, vous devez protéger la vie privée de vos salariés dans un environnement numérique, etc. Et donc finalement, on assigne là à l'entreprise des objectifs qui la font s'écarter de l'objectif de maximisation du profit qui finalement ne souffrait pas vraiment d'ambiguïté au départ. Et du coup, on a affaire dans l'entreprise, s'il s'agit d'équilibrer les pouvoirs, c'est l'entreprise en tant que collectif d'individus, ça c'est l'entreprise toute seule, c'est l'entreprise dans ses marchés, fournisseurs, clients, et là on a vu qu'il y avait différents morceaux du droit qui intervenaient, mais c'est
plus généralement depuis peu l'entreprise comme citoyen finalement, entreprise citoyenne. Et je trouve qu'il faut s'interroger aussi sur la grande complexité finalement dans laquelle cette dernière définition place l'entreprise. Est-ce que c'est bien normal que l'entreprise soit un agent de la politique publique finalement? Parce que c'est finalement un peu ça qu'on lui demande quand on lui assigne un objectif plus vaste. Alors je ne sais pas si vous voudrez débattre de cette question, mais elle me semble importante. Merci beaucoup, merci pour ce cadrage très, très précis et assez ambitieux. Je vais revenir vers vous, Sophie Binet, sur... Bon, vous avez expliqué ce que les ordonnances dites Macron avaient changé. Aujourd'hui, si vous aviez à définir ce que serait votre schéma idéal de partage des responsabilités à la tête d'une entreprise, c'est quoi? Oula, ça en 1 minute. Non, vous avez 5 minutes, 7 minutes si vous voulez. Oui, d'accord. Bonne négo. Voilà, c'est bien, ça commence bien. Non, il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut agir. On a fait rentrer péniblement des administrateurs salariés dans les conseils d'administration. Je dis péniblement parce que ça reste très cosmétique. On est encore sur des strapontins. D'abord, ça ne concerne pas toutes les entreprises, loin de là, parce que c'est seulement 2/3 des entreprises du SBF 120 qui ont des administrateurs salariés. Ensuite, on est autour d'un quart d'administrateurs salariés en volume. Donc, on a des administrateurs salariés qui sont beaucoup trop isolés. Et puis, enfin, on n'est souvent pas dans les lieux de décision stratégique, puisqu'il n'y a aucune obligation à ce que les administrateurs salariés soient dans les comités d'audit et les comités de rémunération, par exemple, alors qu'on sait que ce sont dans ces endroits que se définissent les critères de rémunération du chef d'entreprise et que c'est ça qui définit aussi les choix stratégiques de l'entreprise. Donc, il faut avoir, nous, notre proposition, c'est d'avoir 50% d'administrateurs salariés avec des vraies prérogatives. 50%. Oui, tout à fait. Et 1/3 pour les entreprises publiques avec 1/3 d'administrateurs salariés, 1/3 de représentants des usagers pour illustrer la mission publique de l'entreprise. Ensuite, il y a besoin d'avoir de vrais droits d'intervention stratégique pour les salariés sur les orientations stratégiques, parce que je vais vous prendre plusieurs exemples qui illustrent de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui, ou pourquoi est-ce que nous on parle de déséquilibre des pouvoirs? Parce que les actionnaires ont toujours plus de pouvoir et par contre prennent toujours moins de risques, où on le voit sur un certain nombre de situations de faillite d'entreprise, c'est toujours les salariés qui en payent les pots cassés au premier plan. Par exemple, l'entreprise Vivart, alors on connaît peu. Vivarte, oui. Voilà, c'est un conglomérat avec beaucoup d'enseignes très connues, de belles enseignes, hein, Koukaï, Minelli, etc. Cette entreprise, elle a fini par aller mal, pas parce qu'il y avait un problème de modèle économique, ces chaînes allaient bien, mais parce qu'elle a été revendue à plusieurs reprises par endettement avec des systèmes de LBO qui ont essoré et qui ont forcé à dégager de la valeur. Et là-dessus, les salariés n'ont pas de pouvoir d'intervention stratégique pour empêcher. Je peux prendre un deuxième exemple dans l'industrie. Saint-Gobain, fleuron de l'industrie du verre française, qui a été une de nos entreprises les plus anciennes, hein, qui date du XVIIe siècle, qui a décidé il y a quelques années de revendre Veralia, une de ses filiales, qu'il a revendue à un fonds d'investissement qui s'appelle Apollo. Donc il a revendu 3 milliards. Apollo l'a acheté avec 1 milliard de fonds directs. Le reste, c'était de l'endettement. Et 3 ans après, Apollo a revendu Veralia après avoir fermé plusieurs sites de production, dont donc 120-130 salariés en France. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec une perte de production juste à la veille du boom du besoin en verre d'emballage, puisque c'était en 2021, avant la crise sanitaire, et que les représentants des salariés n'ont pas pu avoir les leviers pour empêcher ce dépeçage d'une magnifique entreprise. Donc nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir avoir des droits d'intervention sur les orientations stratégiques, qu'il y ait des obligations d'avis conformes, par exemple, sur un certain nombre de choix stratégiques pour les représentants du personnel, qu'il y ait des pouvoirs de droit suspensifs pour les projets qui mettent en danger la situation sociale ou la situation environnementale. Et puis enfin, un droit qui serait très efficace, c'est aussi un avis conforme sur les aides publiques, puisque toutes ces entreprises bénéficient très largement, ce qu'on oublie quand même souvent de dire sur le capitalisme français, c'est que c'est un capitalisme qui est très subventionné, puisque chaque année, la France
France dépense 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises, exonération fiscale, exonération sociale, qui sont pas évaluées, pas conditionnées, que les parlementaires eux-mêmes n'arrivent pas à quantifier, ni même la Cour des comptes. Eh bien, nous, on a une proposition simple, par exemple, ça serait d'avoir une obligation d'un avis conforme des représentants du personnel sur ces aides publiques, qui permettrait de vérifier qu'elles sont bien utilisées. Par exemple, le crédit impôt recherche, la France est le pays de l'OCDE qui dépense le plus en matière de dépenses fiscales pour sa recherche. Par contre, on est loin d'être les champions en matière de recherche, et il y a de nombreux rapports qui s'amoncellent pour montrer que le crédit impôt recherche n'est pas ciblé, mal utilisé, et pour cause, un tiers du crédit impôt recherche bénéficie d'abord aux 28 plus grandes entreprises françaises. Donc on voit qu'il bénéficie déjà à des entreprises qui n'en avaient pas forcément besoin. Merci beaucoup. Quand vous dites que les salariés, les administrateurs salariés devraient être associés au choix stratégique, est-ce que c'est à eux de choisir le PDG ? Ils doivent pouvoir donner leur avis, en tout cas. Pas évidemment, si c'est les salariés qui choisissent tout seuls le PDG, on change de modèle. Là, on irait plutôt sur un modèle de scope. Mais on doit pouvoir avoir, nous, des leviers d'intervention sur, notamment, ce qui nous intéresse, c'est encore une fois les critères de rémunération. Bon, déjà, la rémunération des PDG, ça serait un sujet à part. Hein. Donc, on a une rémunération des PDG qui est complètement déconnectée des enjeux de moyen long terme de l'entreprise et de la situation sociale des salariés. On peut multiplier les exemples nominatifs, mais quand on fait le cumul, on voit qu'il y a un problème. Mais le problème, c'est les critères de rémunération qui font que le PDG, en fait, c'est ça qui matérialise l'alignement des intérêts du PDG sur ceux des actionnaires, et qui font que dans ce qui était présenté tout à l'heure, en fait, l'enjeu, c'est le court terme versus le moyen long terme. Et nous, ce qu'on observe, c'est que celles et ceux qui sont d'abord intéressés au moyen long terme, c'est les salariés, parce que nous défendons notre emploi au moyen long terme. Les actionnaires sont de moins en moins intéressés par le moyen long terme, avec des durées de détention d'actions qui ne cessent de baisser. Ça dépend bien sûr du type d'actionnaire. Hein. Oui. Geoffroy Roux de Bézieux rappelait que l'écrasante majorité des entreprises sont des entreprises familiales. La plupart du temps, ils ont un attachement à l'actionnariat et à l'entreprise qui dépasse ce que vous dites. Oui, mais il y a des structures d'actionnariat qui ont quand même évolué ces dernières années avec la financiarisation de l'économie, et on le voit dans plein d'entreprises. Il n'y a pas besoin que les fonds soient majoritaires pour qu'ils aient une stratégie payante dans les boîtes. Petite question sur les actionnaires salariés, les administrateurs salariés, tels qu'ils existent déjà dans un certain nombre d'entreprises. Ce que j'entends souvent dire de la part des patrons, c'est que souvent ces administrateurs s'abstiennent. Est-ce que c'est vrai ? Souvent, ces administrateurs-là s'abstiennent de voter lorsqu'il y a des décisions stratégiques, des décisions engageantes. Ils s'abstiennent. C'est vrai ? Non, je ne pense pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait d'ailleurs un rapport de France Stratégie ou de la direction du Trésor sur le bilan des administrateurs salariés, qui reprend un certain nombre de nos critiques sur le fait que les administrateurs, administratrices salariés sont beaucoup trop isolés, parce que souvent, ils ou elles sont seuls dans leur mission. En plus, ils ou elles n'ont pas les moyens d'être en contact avec les salariés, et donc d'avoir des allers-retours avec les salariés. La formation, elle est beaucoup trop limitée, et les leviers d'intervention sont trop limités. Donc c'est pour ça que je parle de strapontin. D'accord. Geoffroy Roux de Bézieux, on ne va pas entamer une négociation en direct, mais simplement, par rapport à ce que vient de dire Sophie Binet, par rapport à la réalité, par rapport à ce que vous avez connu pendant tout votre mandat et encore ces derniers jours à la tête du MEDEF, comment est-ce que vous réagissez ? Non, d'abord, je vais commencer par mon point d'accord avec Sophie Binet, sans vouloir la mettre en difficulté. Au fond, nous, ce qu'on souhaite en tant qu'entrepreneur, c'est du capital patient. Et pour aller dans le sens de sa conclusion, ou son avant-dernier propos plutôt, un certain nombre de dérives qui ont pu avoir lieu, Vivarté en est un bon exemple, c'est l'absence de capital de long terme. Plus le capital regarde loin, plus les intérêts collectifs de l'entreprise sont pris. François Michelin, quand j'étais jeune syndicaliste, m'avait dit une entreprise, c'est un tabouret, il faut 3 pieds. Un pied pour les actionnaires, qui doivent être rémunérés, un pied pour les salariés, un pied pour les clients. Alors à l'époque, il avait oublié, les parties prenantes qui doivent compter aujourd'hui. Donc c'est peut-être une chaise à 4 pieds, mais évidemment, elle se casse moins la gueule quand il manque un pied. Mais l'idée reste valable, c'est-à-dire que si on déséquilibre d'une manière ou d'une autre au profit des uns ou des autres, ça se casse la gueule.
Et donc, au cas particulier, si, je laisserai Jérémy Eco répondre, certains fonds de private equity j'ai trop tiré sur le capital pour essayer de maximiser leur profit de court terme, ça déséquilibre l'entreprise. C'est vrai aussi dans certains cas boursiers où les actionnaires restent quelquefois une milliseconde. Donc cas extrême, en tout cas dans le day trading. Et ça, nous, en tant que patron, en tant qu'entrepreneur et pas manager, on n'a pas envie d'avoir du capital impatient. On a envie d'avoir la durée pour pouvoir délivrer une stratégie de long terme. C'est d'autant plus vrai face aux défis climatiques qui sont les nôtres, parce qu'on ne peut pas résoudre la transformation d'une entreprise en quelques semaines. Là où je ne suis pas d'accord, pour rassurer la foule quand même, et rassurer Sophie Binet, avec Sophie Binet, c'est qu'à la fin des fins, il faut que quelqu'un décide, et que s'il y a des droits de veto, d'une manière ou d'une autre, dans l'entreprise sur un certain nombre de décisions, c'est un autre modèle. Il existe, hein, il existe, ça a été évoqué, c'est la SCOP. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui existe, mais qui est moins compétitif, qui se développe moins dans une économie de marché darwinienne qui est la nôtre. Voilà. Dernier élément, je le redis, tous ces débats, vous avez employé le mot de manager, mais les managers, c'est une toute petite partie des dirigeants d'entreprise. Le dirigeant d'entreprise aujourd'hui, c'est un patron patrimonial, un peu trop de patrons, pas assez de patronnes, mais ça vient, qui a généralement hérité de ses parents, qui reprend la boîte. Alors avec par ailleurs, c'est pas le sujet, beaucoup de difficultés aujourd'hui pour convaincre les jeunes de reprendre la boîte de leurs parents, parce qu'ils ont vu des parents se crever à la tâche, se faire engueuler par tout le monde, et qu'il y a un vrai sujet de transmission, et qui a ses 30, 40, 50 salariés autour de lui, et qui en général, alors il y a, comme dans toute espèce humaine, il y a aussi des patrons patrimoniaux qui sont de mauvais patrons, mais c'est généralement des gens qui regardent à la génération suivante, et donc ils ne sont pas dans le court-termisme qui a été décrit là. Ils ne sont pas non plus d'ailleurs concernés par tous les sujets de rémunération qui ont été évoqués. L'époque que décrivait Anne Perrault tout à l'heure, l'époque dite de Milton Friedman, avec la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est accroître le profit, c'est d'abord celle-là. Ça, c'est fini? Oui, c'est derrière nous. Enfin, il y a encore des gens qui sont friedmaniens, j'imagine, peut-être même dans la salle. Mais cette idée de dire que seul le profit est le critère de réussite se heurte en fait à quelque chose. À la limite, c'est même pas c'est même pas de la théorie économique, c'est du pragmatisme. C'est-à-dire qu'on voit bien que si l'entreprise n'intègre pas les parties prenantes, la planète, elle va se heurter d'énormes difficultés. D'abord, elle va plus recruter. On a la génération qui rentre dans les entreprises aujourd'hui va être demandeuse de compte sur ce niveau-là. Elle ne va pas laisser l'entreprise faire n'importe quoi. Donc si elle ne peut plus recruter, elle meurt. Mais elle va perdre ses clients. Elle va perdre ses financements. Aujourd'hui, se financer, si on n'a pas une stratégie claire RSE, c'est devenu quasiment impossible. Donc, par conviction ou par nécessité, ou parfois par les deux, parce que les dirigeants d'entreprise, les patrons, ils sont aussi pères de famille ou mères de famille, ils ont des enfants, ils réfléchissent à la planète. C'est derrière nous, et nous, au MEDEF, on l'a acté en changeant de position sur la loi PAC qui donne la possibilité de devenir une entreprise à mission, et en ayant nous-mêmes une raison d'être qui est réussir ensemble la croissance responsable. Voilà, donc les débats continueront, mais je pense que c'est un débat de hier, pas un débat de demain. Ok, merci beaucoup. Jérémy Delaucourt, vous êtes donc le CEO de Ardian. Peut-être c'est bien que vous nous rappeliez en quelques mots ce que c'est que Ardian. En quelques mots, quelques chiffres, bien sûr, aussi. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est que Ardian. Ardian, c'est une société de gestion française qui est en fait actionnaire de 250 sociétés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et qui emploie 300 000 personnes. Notre métier, c'est vraiment d'investir dans des sociétés, l'argent qui nous est confié par des compagnies d'assurance, par des fonds de pension américains, des compagnies d'assurance européennes, des fonds souverains asiatiques, et de l'investir dans des sociétés pour l'aider à se développer. Ce que j'aimerais dire par rapport à la discussion qui a eu lieu pour le moment, c'est que sur les marchés cotés, le capital tourne tous les 3 mois en moyenne pour les sociétés. Pour les entreprises familiales, vous avez parlé de Michelin, on peut les garder pendant plusieurs dizaines d'années. Nous,
on est sur une moyenne de 5 à 7 ans, ce qui est assez long. Et vous avez décrit, Sophie Binet, des cas d'entreprises où il y a des difficultés. Moi, je fais ce métier depuis 25 ans. Nous sommes actionnaires de 250 sociétés. Nous aidons à développer l'emploi en France, en Europe, ailleurs, plus vite que la moyenne de la croissance des économies. Et ça, c'est très important. Et en effet, en 25 ans, j'ai vécu sur une société, un plan social sur 250, parce qu'il y avait des difficultés. Mais notre métier, c'est vraiment de développer les sociétés. Notre conviction chez Ardian, c'est qu'on va investir dans une société parce que la gouvernance de la société est bonne. Et une bonne gouvernance de société, pour nous, ça implique une participation aux organes de direction des salariés. Cette participation, elle aide justement à associer les salariés à l'alignement stratégique, à la définition, au succès à la fois financier et extra-financier de l'entreprise. On a des défis environnementaux, on a des défis de transformation digitale. Et on considère que c'est bien de partager le pouvoir, mais c'est aussi bien de partager la responsabilité de ces succès financiers, extra-financiers. Et c'est vrai que le pendant, le corollaire, c'est pour nous le partage de la valeur. Je le disais en vous présentant tout à l'heure, Ardian, c'est 80% des salariés à peu près qui sont actionnaires, c'est ça? Alors en effet, l'important c'est ce qu'on fait, pas seulement chez Ardian, mais dans les sociétés en entreprise, mais ce sont quand même des règles que nous appliquons à nous-mêmes. Chez Ardian, 80% des salariés sont actionnaires et détiennent 50% de notre société. Et nous avons 3 représentants du personnel sur 10 membres du conseil de surveillance. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'appliquer ces méthodes dans les sociétés qu'on acquiert en portefeuille, en développant la représentation des salariés au sein des instances de direction et surtout en développant le partage de la valeur avec ces salariés. Il y a 15 ans, on a lancé un principe qui consistait à partager la plus-value de cession avec les salariés des entreprises. Et on a pu reverser parfois jusqu'à 6 mois de salaire aux salariés d'une entreprise au moment où on la cédait. Et c'est pour ça que très souvent, dans le cadre d'une opération de buy-out où l'avis des syndicats ont été demandés au sein du CSE, ou au comité d'entreprise préalablement, nous avons eu le soutien des syndicats et souvent le soutien de la CSGT qui connaît ce que fait Ardian dans le cadre de ces opérations. Et donc vous avez financiarisé les salariés? Alors non, on n'a pas financiarisé les salariés. Je pense qu'il y a un peu d'éducation financière parfois des salariés très importante. Ce que je veux dire, c'est que ces opérations de partage de la valeur, elles ont été reprises très récemment par une charte de l'association professionnelle du private equity France Invest et qui a invité tous ses adhérents à faire la même chose. Et on ne peut que se réjouir en fait de ce mouvement de partage. Je dois dire qu'en France, on a de la chance parce qu'on a depuis 50 ans des outils simples et efficaces pour partager la valeur et qui permettent vraiment d'aligner les salariés sur les projets de l'entreprise. On a évidemment les actions gratuites, mais c'est difficile dans certaines sociétés familiales. On a maintenant une nouvelle loi qui permet de partager efficacement la valeur avec les salariés au moment où on cède une entreprise. Et bien sûr, on a l'intéressement et la participation. Donc, la participation est très précieuse pour inciter, pour partager le profit et fixer des objectifs de réussite financière aux salariés. Et évidemment, l'intéressement, lui, est très intéressant parce qu'il peut permettre de fixer des objectifs extra-financiers, par exemple des objectifs de transformation digitale, des objectifs environnementaux à l'entreprise et aussi, par exemple, des objectifs d'inclusion et de diversité. On a vu récemment, avec les événements qui sont passés dans les banlieues, qu'on a besoin que les entreprises prennent leur part. En effet, dans ce défi d'intégration de toutes les parties prenantes de la société. C'est un sujet qui est très cher à mon cœur et pour lequel je me bats chez Ardian et dans nos sociétés en entreprise. Et ça permet vraiment, ces outils, d'aligner les salariés sur les objectifs stratégiques de la société et qu'ils comprennent ce qu'on essaye de faire, où on essaye d'aller. Donc, je pense que nous avons
nous, fonds de private equity, un grand effort de conviction à faire auprès des patrons d'entreprise, et eux-mêmes ont un grand effort de conviction auprès de tous les salariés pour faire comprendre ça. Mais j'aimerais dire un peu en conclusion que dans l'ESG, on a 3 lettres. On a le E de l'environnement. Le E de l'environnement, c'est très important. Mais si le carbone, c'est important, le S, le social, permettre à des salariés, des hommes, des femmes qui travaillent dans les entreprises, de préparer leur retraite avec ce partage de valeurs, de se confronter à cet environnement inflationniste, ça aussi, c'est très important aujourd'hui. Concrètement, dites-moi comment ça se passe. Vous êtes intéressé sur un dossier d'entreprise sur lequel vous pouvez prendre une participation. Cette entreprise n'a pas d'administrateur, en tout cas pas de partage de la valeur au sein de ses salariés. C'est une condition sine qua non? Ou est-ce que vous amenez, une fois que vous êtes aux manettes, l'entreprise à se convertir? Alors, ce n'est pas une condition sine qua non au moment où on investit dans l'entreprise, mais nous sommes engagés dans les 1 an suivants notre entrée dans l'entreprise à mettre en place un système de partage de la valeur annuel. Donc ça peut être des actions gratuites, ça pourrait être in fine un partage de la plus-value cession avec les salariés, mais ce sont des plans de participation et d'intéressement. Et c'est pour ça que nous avons été très heureux de voir l'élargissement de la loi, parce que ça nous permet aussi d'inviter plus facilement les patrons des entreprises que nous accompagnons à mettre en place ces plans, parce que nous avons la conviction intime que ces politiques bien impliquées font réussir l'entreprise aussi bien financièrement qu'extra-financièrement. Sophie Binet, c'est un rêve, ce schéma? En fait, pour nous, moi j'ai juste une question toute simple à poser. C'est pourquoi quand on parle partage de la valeur, on ne parle jamais salaire? Parce que là, il y a un mot que je n'entends pas, c'est le mot salaire. Et le problème qu'on a sur le partage de la valeur du fait de la financiarisation de l'économie, c'est que le fait que les salaires sont toujours plus faibles dans la part des richesses que nous créons, et qu'entre les années 80 et aujourd'hui, on a perdu 5 points entre ce qui était distribué au salaire dans les années 80 et ce qui y va aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit, puisque là, par exemple, l'année dernière, parmi les 100 plus grandes entreprises, 70% de leurs profits ont été absorbés par les dividendes et les rachats d'actions, alors qu'on est dans un contexte d'inflation inédit qui exige d'augmenter les salaires et plutôt de mettre les profits dans l'investissement face aux transformations d'avenir et à la baisse de prix pour répondre aux besoins des consommateurs. Donc on voit bien là la boucle prix-profit dont je parlais tout à l'heure. Et donc pour répondre partage de la valeur, il faut parler salaire, et maintenant ça devient un mot tabou dans le débat public. Bon, donc je ne sais pas si ça vous inquiète ou si ça vous rassure, Jérémy Delcourt, mais ce n'est pas le schéma idéal pour Sophie Binet. Olivier Lenel, vous êtes le patron, le directeur général et le président du directoire de Mazars, je le disais. Société d'un capitalisme différent, en fait. Comment est-ce que vous êtes organisé? Ce sont des associés qui sont à la tête, qui tiennent le capital du cabinet, c'est ça? Merci Nicolas. Vous m'entendez bien? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Mazars, on passe du private equity au monde de l'audit et du conseil. Mazars, ça a commencé par une belle idée, par un fondateur visionnaire après-guerre du côté de Rouen, et c'est devenu aujourd'hui une success story d'origine française, dans une industrie qui est très anglo-saxonne, comme vous le savez tous, et qui aujourd'hui s'appuie sur les talents de plus de 30 000 personnes dans 100 pays. Et moi, j'ai la responsabilité de diriger la France, donc c'est le premier pays du groupe. C'est 4 000 salariés. Et j'ai coutume de dire que Mazars, on est une entreprise en mission, doublement en mission. La première, parce qu'on a envie de perpétuer l'acte fondateur extrêmement fort de notre fondateur, Monsieur Robert Mazars, qui, dans les années 70-80, lors de sa transmission, a donné son cabinet à ses associés, qui avaient été ses collaborateurs, qui avaient été ses associés. Et deuxième mission, c'est le service de l'intérêt général, puisque vous savez que nous sommes un tiers de confiance, nous sommes un accélérateur de la durabilité, et nous avons la chance, évidemment, d'intégrer des talents issus des meilleurs cursus français, et à qui nous proposons justement de renforcer, de développer leur employabilité. Et nos collaborateurs, qui ne finissent pas tous associés, ils finissent par prendre des rôles, des missions, des fonctions, des grandes fonctions
dans nos entreprises françaises, dans les entreprises étrangères. Et donc, sur le sujet de l'équilibre des pouvoirs en entreprise, moi j'ai envie de vous dire que c'est une de nos préoccupations quotidiennes, parce que pour exercer cette responsabilité, cette mission d'intérêt général, on a besoin de temps, on a besoin de temps long, on a besoin d'indépendance. Et je voulais ce matin apporter un peu le témoignage d'une entreprise qui est particulière, j'en suis absolument conscient, en vous disant un peu ce que l'on fait pour faire vivre justement cet équilibre entre nos associés. En France, on a 200 associés qui détiennent temporairement le capital de Mazars et qui sont engagés à le transmettre pour rien, c'est particulier. Et puis je vous dirai un peu ce que l'on fait avec nos équipes, bien évidemment, puisque nos associés de demain, ce sont nos collaborateurs d'aujourd'hui. Et ça nous oblige. Alors je peux peut-être commencer par nos associés, deux, trois idées que je partage et qui peuvent sans doute s'adapter, bien évidemment, à d'autres types d'industries. La première, c'est qu'on fait vivre une démocratie associative vraiment. Au niveau mondial, c'est plus de 1000 associés, on le fait aussi en France. Chez Mazars, on vote beaucoup sur les décisions importantes et on vote beaucoup avec une approche assez coopérative finalement, avec la logique d'un homme, une femme, une voix. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a décidé d'encadrer les rémunérations de nos associés. Et ça, c'est un acte assez fort. Je ne sais pas s'il va vous parler, mais nos associés, dans un pays donné, voient leur rémunération, alors je parle de rémunération, encadrée dans un rapport de 1 à 3. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais dans le monde économique et dans l'industrie... Entre associés, hein. Entre associés. Et non pas entre les associés et les salariés. Et puis troisième point, finalement, on a un modèle de solidarité mondiale qui marche bien, qui permet justement de traverser les périodes difficiles, et on le joue au niveau mondial. Donc quand un pays va moins bien, ce sont les autres pays qui viennent finalement équilibrer, dans tous les cas, le retour qui est fait aux équipes de ce pays, aux associés de ce pays. Pour ce qui concerne nos 4000, je peux partager un peu sur ce que l'on fait avec nos 4000 Mazariens. Et on est très à l'offensive avec eux, puisque vous avez bien compris que dans notre industrie, le talent est la ressource rare. Et les entreprises, on y viendra peut-être un peu tout à l'heure, elles sont de plus en plus à la manœuvre après le Covid qui a quand même changé la donne, y compris avec des talents qui sont, chez nous en tous les cas, ultra diplômés. Alors point numéro 1, on a la chance de pouvoir travailler comme ça. Il y a un dialogue qui est extrêmement simple, extrêmement direct, parce que finalement, au quotidien, nos associés sont chez nos clients, aux côtés de nos collaborateurs, y compris aux côtés des plus jeunes. Et nos jeunes collaborateurs, très diplômés encore une fois, ne se privent pas de nous challenger, de nous questionner finalement, pour savoir un peu ce qu'il en est. Deuxième initiative que je partage, c'est l'écoute. C'est beaucoup d'écoute, parce que pour façonner cet équilibre des pouvoirs, il faut écouter. Et donc on a un système d'enquête. 3 fois par an, on écoute finalement l'état d'engagement, l'état de forme, parce que des équipes en bonne santé, ça fait une entreprise en bonne santé finalement, bien au-delà du seul profit économique. Et on en partage les résultats de façon très transparente. Et le troisième point ? Le troisième point, je partage 2 initiatives que nous avons prises en ce début d'année, parce qu'on est dans des métiers exigeants et il faut être capable de le reconnaître. On a créé 2 temps de respiration finalement pour permettre à nos collaborateurs de se déconnecter, au-delà des congés bien évidemment. On a créé le Mazars Break, c'est un congé sabbatique qui peut aller jusqu'à 3 mois et qu'on finance à 50%. Et une deuxième initiative, et qui participe aussi de l'égalité homme-femme, sur laquelle on travaille beaucoup avec cette idée d'avoir un partnership demain paritaire. On est à plus de 30% déjà, ce qui est pas mal dans notre industrie. On vient d'aligner la durée du congé conjoint, congé paternité finalement, sur la durée du congé maternité post-naissance. Voilà quelques exemples. Merci beaucoup, Olivier Lenel. Je vais passer la parole tout de suite à Pierre Ferracci. Vous êtes le président, je le rappelle, de Groupe Alpha. Vous êtes aussi le président du club de Paris Football Club, l'univers du foot qui était un endroit de rêve en matière de partage des richesses, j'imagine.
Ouais, c'est plus inégalitaire encore que dans les entreprises en général. Voilà, très bien. Et je ne sais pas si vous vous sentez très à l'aise là-dedans, enfin oui, sûrement, puisque vous adorez le foot, mais vous défendez depuis longtemps, disons, une ligne qui s'inspire de ce qui se fait dans les pays scandinaves, c'est-à-dire un tiers de salariés ou de représentants des syndicats dans les conseils d'administration. Oui, je vais moins parler du groupe Alpha, même si on va se faire remarquer par un peu d'originalité dans quelques temps, puisque en dehors du capital qui est détenu par ceux qui y travaillent, comme dans tous les cabinets d'audit et de conseil, on va apporter 25% du capital à une fondation actionnaire, donc qui est effectivement très développée dans les pays de l'Europe du Nord ou en Allemagne, très peu chez nous. Mais moi, je reviens effectivement sur ce qui se passe dans d'autres pays, puisqu'on se compare souvent à l'Europe quand ça arrange. On a parlé beaucoup de l'Europe pendant la réforme des retraites. On avait pris de l'avance grâce au général de Gaulle et au Conseil national de la résistance en 1945, en impliquant les représentants des comités d'entreprise, en créant les comités d'entreprise et en les impliquant dans les conseils d'administration. On a pris de l'avance et aujourd'hui on a beaucoup de retard. Il y a 13 pays en Europe, 13, on pourrait faire le 14e, ça ferait une majorité absolue sur 27, où un tiers des administrateurs représentent les salariés. Alors, il y a l'Allemagne, il y a tous les pays scandinaves, mais il y a aussi beaucoup de pays d'Europe centrale. Ce n'est pas de la cogestion, pour rassurer Geoffroy, qui n'a pas besoin de l'être, c'est de la codétermination, c'est-à-dire que c'est des présences dans les conseils, d'ailleurs plutôt de surveillance. Il y a une séparation entre directoire et conseil de surveillance dans ces pays-là, qui a l'avantage de ne pas mélanger la gestion courante de l'entreprise, même si l'équivalent des comités d'entreprise en Allemagne ont beaucoup plus de pouvoir que chez nous. En plus, les CSE ont été, Sophie Binet l'a dit, bien amochés par les ordonnances de 2017. On pourra en redire un mot parce que ça me paraît important. Mais en tout cas, dans les conseils de surveillance, il y a 13 pays qui font mieux que nous. Et pourquoi on a pris ce retard? Alors, malgré le rapport de Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat, qui a été timidement repris dans la loi Pacte. Je dis timidement, même si c'est une avancée, hein, moi je la néglige pas. Je suis assez sceptique sur les entreprises à mission, un peu moins sur la raison d'être, parce que ça permet de rassembler les salariés sur des enjeux stratégiques qui sont intéressants. Mais pourquoi on bloque à ce point? Pourquoi on bloque dans le pays qui a donné un petit peu le démarrage de cette implication des salariés dans les conseils d'administration et dans les conseils de surveillance? Parce qu'il y a une frilosité. Alors à une époque, il y avait une frilosité du côté syndical, il faut bien le dire. Quand j'entends Sophie parler de 50% des administrateurs, je pense qu'on a fait un bon pas en avant. Il y avait d'autres syndicats qui étaient plutôt réservés. Il y avait aussi le patronat qui était extrêmement frileux sur ces questions et qui l'est toujours. Et c'est un peu dommage parce que si on regarde ces pays, l'Allemagne, les pays scandinaves, même certains pays d'Europe centrale, on n'a pas l'impression que la dynamique économique soit freinée par l'implication des représentants du personnel ou des syndicats dans les organismes de direction. J'ai même plutôt l'impression du contraire. Et il y a pas mal d'études de chercheurs aujourd'hui qui montrent bien que les performances économiques sont plutôt meilleures là où le pouvoir est partagé, et pour des raisons qui sont évidentes. Je veux dire, quand on veut rassembler le pays ou quand on veut rassembler une entreprise, il vaut mieux que chacun ait le sentiment, et pas simplement le sentiment, la certitude de participer à la prise de décision. Bon, pourquoi on est frileux là-dessus? Il y a peut-être des problèmes culturels, il y a des problèmes politiques. Je rappelle que dans ces pays-là, que ce soit en Allemagne ou dans les pays du Nord, quelle que soit l'alternance politique, il y a eu des régimes conservateurs, libéraux, sociodémocrates, le système a été maintenu et la démocratie sociale est beaucoup plus puissante que chez nous. Je rêve pas, hein, ça ne règle pas tous les problèmes. Il y a des conflits, il y a des expressions divergentes dans les conseils d'administration, ce n'est pas le consensus mou. Les représentants du personnel portent une image de l'entreprise et une image de son développement qui n'est pas toujours en adéquation avec celle des actionnaires, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on a un enjeu sur le travail, un enjeu de réindustrialisation, un enjeu de transition écologique, dont tout le monde sait qu'elle va être extrêmement coûteuse. Le rapport de Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz le montre bien. Bon, on a immédiatement claqué la porte à tout relèvement des impôts, alors que je ne sais pas comment on va financer tout ça, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Tous ces enjeux-là mériteraient que, comme en 1945, il y ait un vrai pacte social, économique, environnemental, qui regroupe toutes les forces sociales et économiques. À l'époque, c'était d'ailleurs la CGT et la CFTC, les deux syndicats qui existaient, mais les forces économiques plus largement, les forces politiques aussi, sur ces enjeux-là. Et qu'on partage un peu mieux le pouvoir dans l'entreprise. Moi, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de partage de la valeur durable, y compris d'équilibre entre les salaires et le profit,
pour assurer à la fois la compétitivité de l'entreprise, mais la sécurité et le pouvoir des salariés, s'il n'y a pas un partage de la gouvernance. Il faut à la fois partager la gouvernance et partager la valeur. Et durablement, les deux iront ensemble. Autrement, moi je ne néglige pas l'accord qui a été signé récemment, il va aussi dans le bon sens, notamment pour les petites entreprises. Mais Geoffroy le sait, il est quand même un petit peu modeste. On pourrait et on devrait aller aujourd'hui. L'accord, pas Geoffroy. Non, pas Geoffroy. Geoffroy, il est en pleine forme, et à 7 jours de l'acquis, je le trouve en pleine forme. Mais je trouve que l'accord sur le partage de la valeur est plutôt modeste, même s'il va dans le bon sens. Donc il faut partager le pouvoir, c'est évident. Encore une fois, il y a quasiment la moitié aujourd'hui des pays qui ont donné ce sens-là, et la France est en retard alors qu'elle avait pris de l'avance en 1945. J'ai deux questions à vous poser. La première, au fond, elle est assez traditionnelle. Beaucoup disent, quand vous évoquez ces pays, ces nombreux pays européens où les syndicats jouent un rôle différent, beaucoup disent, bah oui, mais les syndicats français, le positionnement politique, la posture des syndicats français empêche de franchir cette marche. C'est faux ? Oui, c'est vrai que ces derniers temps, même la CFDT a eu l'image d'un syndicat radical. Bon, il faut arrêter avec ce genre de plaisanterie. C'est une plaisanterie. Mais oui, c'est une plaisanterie, parce que d'abord, c'est une vision un peu imaginaire de ce qui se passe dans les pays d'à côté. Il y a parfois des conflits rudes, il y a parfois des débats et des divergences exprimées dans les conseils de surveillance qui sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. Puis bon, il faut arrêter avec tout ça. Parfois, il y a des conflits d'actionnaires. Il y en a eu un d'ailleurs sur le territoire autour d'un quotidien récemment entre deux puissances économiques fortes du capitalisme français, qui sont aussi violents que ce qu'il peut y avoir entre des représentants des salariés et des représentants donc c'est un faux argument. Deuxième question. C'est pas un bon argument. Deuxième question, est-ce que dans ces 13 pays que vous citez en exemple, on peut dire que les entreprises fonctionnent, marchent nettement mieux qu'en France ? Oui. Oui. Il y a des études qui montrent qu'en tout cas la performance économique ne faiblit pas. On a aujourd'hui dans ce pays un grand problème démocratique. Dans l'ensemble de la société, tout le monde le dit, chacun à sa façon. Pourquoi voulez-vous que dans l'entreprise, qui est la structure où l'on crée les richesses et où on les répartit en grande partie, même si l'État après joue son rôle régulateur, la question du partage du pouvoir ne se poserait pas. Ce n'est pas l'entreprise d'ailleurs qui est la plus mal placée pour traiter les problèmes de démocratie. Moi, je n'ai pas une vision apocalyptique de ce qui se passe dans l'entreprise. Je regrette que les ordonnances de 2017 aient affaibli le dialogue social. Mon cher Nicolas Bétou, il n'y a pas que les 5 syndicats qui le disent. Il y a Marcel Grignard et Jean-François Pillard dans la commission d'évaluation demandée par le Premier ministre à l'époque, qui ont un jugement extrêmement réservé, pour ne pas dire négatif, sur ce qui a été fait avec les ordonnances. Ça n'a pas boosté le dialogue social, et quand on ne booste pas le dialogue social, on ne booste pas la négociation collective dans l'entreprise. Voilà, c'est... Merci beaucoup. Un mot, Geoffroy Roux de Bézieux, et puis je passerai la parole à Anne Perrault, comme c'est la tradition pour que le cercle des économistes conclue. Oui, je voudrais juste réagir sur ce qu'a dit Pierre. Le patronat, d'abord le patronat, ça veut tout dire. Sur ces sujets qui ne concernent, je rappelle, que 40 entreprises ou 120 ou quelques centaines. Oui, mais il faut se rendre compte que ça n'est pas l'essentiel des salariés français ne travaillent pas dans ces entreprises-là. Mais je ne dis pas que c'est important. Il n'est pas frileux, il est partagé. Il est partagé. Et présenté comme l'a présenté Pierre, c'est-à-dire non pas la cogestion, mais la mauvaise traduction française de Mitbestimmung, qui est des codéterminations, c'est-à-dire sans droit de veto, il y a un certain nombre de patrons qui individuellement sont prêts à le faire. Okay. Après, juste, la liberté devrait normalement, si c'est plus efficace, Pierre, nous conduire à y aller. Si on n'y va pas, non, mais pardon, je vais au bout du raisonnement. Si on n'y va pas, c'est qu'effectivement, on a parfois des individus, hommes ou femmes, qui ont une vision très différente, très politique de la situation. Et c'est pour ça que moi j'ai proposé dans le dernier agenda social un travail collectif sur valorisation des parcours syndicaux, parce que je pense que former collectivement les gens aux objectifs de l'économie, aux objectifs de l'entreprise, c'est un élément important pour aller dans cette direction. Merci. Sophie Binet, un mot, et ensuite Anne Perrault pour la conclusion. Oui, juste 3 choses. Valoriser les parcours syndicaux, bien sûr, il faut, mais d'abord, il faut commencer par rétablir les représentants du personnel dans leur pouvoir, leurs prérogatives, et donc réviser les ordonnances sur la loi travail, parce que là, aujourd'hui, on arrive au bout d'un cycle. Deuxième élément, sur la question de la diversité du tissu économique entre les grandes entreprises et les petites, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les donneurs d'ordre qui ont le pouvoir. Et donc,
évidemment, il y a une majorité de petites et de moyennes entreprises, mais c'est les donneurs d'ordre qui captent les aides et c'est eux qui ont le pouvoir pour imposer leurs normes de gestion. Et puis la troisième chose, c'est que je pense qu'on a besoin de se dire la vérité. Le conte selon lequel la financiarisation de l'économie, ça serait fini, c'est un conte. Ça n'est pas du tout la réalité. Et si on veut y mettre fin, j'entends avec intérêt les propos de Geoffroy Roux de Bézieux. J'espère que c'est pas seulement à la proximité de la quille que ces propos sont tenus. Mais si on veut y mettre fin, il faut la régulation, c'est la norme. C'est-à-dire qu'il faut plus de lois au niveau national, au niveau international pour imposer la même chose à tout le monde. Par exemple, sur la question de la financiarisation des fonds des entreprises, on connaît les méfaits du trading haute fréquence avec le fait que maintenant la durée moyenne de détention d'une action c'est 28 secondes. Bien là-dessus, on peut réguler par la loi. Sur la responsabilité sociale des entreprises, s'il n'y a pas de loi, ça ne changera pas, ça restera de l'affichage et de la RSE de papier glacé. Il y a une loi ici, c'est les timings, donc je vous interromps, pardon. Juste un mot. Je la respecte. Non, gardez le micro pour un mot. Vous ne participez, j'ai l'impression que vous ne participez pas, vous n'avez pas pris la décision de participer à l'agenda social, donc aux négociations qui doivent se tenir à partir de l'automne. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire avec tout ce que vous dites de la nécessité pour les syndicats de participer, avant de participer au pouvoir dans l'entreprise, à ce qui fait son cadre ? Oui, bien sûr, mais quand on n'est pas d'accord, on a le droit de le dire. Et oui. Donc là, en l'occurrence, la CGT n'est pas signataire de l'agenda social parce que le patronat, à ce stade, refuse de négocier sur l'assurance chômage, qui est quand même notre première responsabilité en tant que vous n'allez pas refaire la négociation. Non, mais c'est vous qui me lancez, donc je réponds. Non. Moi, je vous demandais la position de principe sur participer ou pas à j'ai pas dit qu'on participerait pas aux négociations. Il y a une négociation sur l'Agir Carco, les retraites complémentaires qui va s'ouvrir. Vous allez voir que la CGT va bien y participer. Hein. Très bien. Anne Perrault, pour quelques mots de conclusion. Anne Perrault, s'il vous plaît. Juste un mot, puisque je crois qu'on est arrivé vraiment au terme de cette table ronde, pour dire que ce qui est très intéressant, c'est que finalement, tout le débat s'est organisé autour de la gouvernance de l'entreprise. On a très peu parlé de combien va à l'un, combien va à l'autre. Et on a parlé essentiellement de la façon dont la gouvernance au sein des entreprises devait mieux prendre en compte l'intervention des différentes parties prenantes dans l'entreprise. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve aussi très intéressant ce qu'a dit Sophie Binet à l'instant, à savoir que finalement, quand on se dit les petites entreprises sont dans la main de leurs grands donneurs d'ordre, alors là on parle d'autre chose, on parle du pouvoir de marché de certaines entreprises et de la structuration que leur donne ce pouvoir du marché sur l'ensemble de leur filière. Tout ça, c'est des questions d'équilibre des pouvoirs qui sont beaucoup moins simples que la simple question dans laquelle on était parti, c'est-à-dire la répartition. Merci beaucoup Anne Perrault, merci. Vous pouvez faire un triomphe à cette table ronde.